Sunday Night Production. Vous êtes peut-être en pleine préparation d'un marathon ou d'un semi-marathon et vous avez parfaitement conscience que l'entraînement passe aussi par la nutrition. Mais vous vous demandez comment composer vos assiettes pour qu'elles répondent au mieux à vos besoins énergétiques. Eh bien, restez avec nous, nous allons vous aider. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente Les Experts, un programme 100% dédié à votre réussite dans la course sur route. Nutritionniste, kinésithérapeute ou encore coach sportif et mental, bénéficiez de l'expertise d'une équipe de pros pour mettre toutes les chances de votre côté et dépasser vos objectifs. Bonne écoute! Bienvenue dans Les Experts, votre nouveau programme dédié à votre réussite en course à pied. Et dans cette émission, vous allez bénéficier des compétences d'une équipe de professionnels du sport, un peu comme si vous étiez un athlète de haut niveau, pour vous accompagner dans la préparation de vos marathons et semi-marathons. Autant vous dire que la course sur route n'aura presque plus aucun secret pour vous. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'une de nos 4 experts. Il s'agit de Tiffany Varenne. Tiffany est une diététicienne spécialisée dans la nutrition sportive et la course de fond. Son nom vous dit peut-être quelque chose puisque nous l'avons déjà reçu dans l'émission Dans la tête d'un coureur et vous avez pu aussi l'entendre dans le podcast 93 jours, produit également par Sunday Night Production. Tiffany, merci infiniment d'avoir accepté d'être l'une de nos experts. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donc merci pour l'invitation. En tout cas, c'est toujours un plaisir de travailler pour vous. Ça va très bien. Là, le déplacement s'est très bien passé. Ça fait plaisir de remettre un petit peu le pied à l'étrier dans la course à pied et dans la nutrition associée à ça après mon congé maternité. Donc, un plaisir de vous retrouver en tout cas. Eh ben, on est ravis de te retrouver après ce bel événement. Tiffany, avant de commencer, c'est notre tout premier épisode ensemble. Peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices ne te connaissent pas encore. Du coup, j'aimerais bien qu'on prenne un instant pour s'intéresser à ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la nutrition et d'en faire ton métier, et surtout pourquoi avoir choisi la nutrition sportive? Alors, donc je me présente, donc Tiffany Varenne, diététicienne, j'ai 25 ans. Je suis diététicienne à mon compte depuis 5 ans et c'est vrai qu'en 2019, suite à 4 belles années de pratique de course à pied, semi-marathon et puis un marathon, le marathon de Paris en 2018, j'ai décidé de me former à la nutrition du sport à Paris, à la Sorbonne, donc en 2019 et depuis, je suis du coup des sportifs en consultation, en groupe et en podcast avec vous. Eh bien, les présentations étant faites, je te propose qu'on rentre sans plus attendre dans le vif du sujet. Tiffany, quand on pense à la nutrition sportive, souvent, on a comme représentation, comme image, une alimentation un peu contraignante, un peu fade, un peu sans saveur, où on va plutôt privilégier les apports nutritionnels plutôt que le plaisir et la saveur. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là ? Non, alors c'est vrai que le truc c'est qu'on se met beaucoup de contraintes en tant que sportif dans le fait de suivre son plan d'entraînement, de suivre toutes ses séances, d'avoir un bon sommeil, une bonne récup, éviter de se blesser. Enfin, ça fait vraiment beaucoup de contraintes. Donc l'alimentation, si on la rend restrictive, c'est une contrainte de plus. Donc c'est vrai que pour moi, l'alimentation du sportif, elle n'est pas fade, elle n'est pas contraignante. Au contraire, il faut que ça soit un moment de plaisir parce qu'on mange quand même entre 2, 3, 4, 5 fois par jour, parfois plus. Donc il faut quand même que ça soit un moment de plaisir, quoi. C'est vrai, et d'ailleurs, beaucoup de sportifs professionnels le disent. Ce qui peut être le plus dur, le plus contraignant pour eux, c'est pas forcément les séances d'entraînement, l'intensité des séances, mais vraiment les régimes, les restrictions alimentaires qui sont souvent très mal vécues par les sportifs. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un exemple, alors qui n'est pas issu du monde de la course à pied, mais du cyclisme. Mais ces deux sports sont quand même assez proches parce qu'on est sur des sports d'endurance et des sports qui nécessitent beaucoup de volume d'entraînement pour être performants. Et une équipe du Tour de France, Citroën, pour ne pas la citer, il y a quelques années, ont décidé de renvoyer leur diététicien et nutritionniste pour embaucher à la place un chef cuisinier étoilé pour faire des bons repas aux cyclistes. Et ils se sont aperçus que les résultats des coureurs étaient bien meilleurs, tout simplement parce qu'un Tour de France, c'est très dur, c'est très éprouvant. Et si à la fin d'une étape où vous êtes beaucoup donné, beaucoup investi, vous savez que le soir, vous allez bien manger à votre hôtel, eh bien, la fatigue, on parle de la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue mentale, eh bien, ça va économiser les coureurs et ils vont être plus performants. Donc ça, c'est des informations qu'il faut bien garder en tête. Des fois, le plaisir nous permet d'être plus performants, même si c'est un peu moins efficient d'un point de vue nutritionnel. Et d'ailleurs, Tiffany, ça me fait penser à quelque chose. On parle de plus en plus en ce moment, c'est vraiment un nouveau mouvement qui fait assez fureur, de la nutrition intuitive. Alors le concept, il est assez simple.
on écoute son corps, on écoute ce qu'il nous demande et on lui donne ce qu'il veut. Si on a faim, si on a envie de certains aliments, eh bien, on s'écoute et on se fait plaisir. Alors, sur le papier, c'est assez séduisant comme régime alimentaire. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Quels sont, selon toi, les points forts et peut-être les limites aussi de ce type de concept? Alors c'est vrai que l'alimentation intuitive d'un point de vue diététique, je suis pour et je suis contre à la fois, ça dépend des profils. Je suis pour dans le sens où il faut vraiment écouter ses sensations, hein, si on a faim, si on n'a pas faim, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et ce qu'on arrive à digérer aussi. Mais par contre, il faut quand même avoir des connaissances diététiques de base pour savoir un peu l'équilibre alimentaire classique, ce qu'on doit avoir dans l'assiette pour être en bonne santé et pour bien fonctionner. Il ne faut pas avoir de carences à combler ou alors être au courant de ces carences pour aller vers, on va dire, des aliments plus des aliments qui vont rétablir ces carences. Il faut avoir un poids stable, voilà, pas de problème de santé, se connaître. Et puis, il faut savoir aussi que quand on est sportif, quand on court, on a quand même des besoins spécifiques, on doit manger plus. Donc, comme la course à pied, on va dire que parfois ça coupe l'appétit, ça donne un petit peu mal au ventre selon notre état digestif. Il faut parfois se forcer parce que si on s'écoute un peu trop, on peut sauter des repas. Ça m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui manquent d'appétit après une séance, sauf que c'est un moment clé pour récupérer. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est un concept qui peut être intéressant à condition d'avoir de bonnes connaissances sur soi, sur la nutrition, sur les besoins énergétiques qu'on a quand on prépare un marathon, parce qu'on brûle énormément de calories quand on fait une prépa marathon. Et tu nous l'as dit, quelquefois notre intuition, peut nous pas nous donner envie de manger. Et là, si on récupère pas après une séance, en termes de nutriments, en termes de protéines, ça peut être quand même problématique dans la récupération. Voilà, il faut répondre énergétiquement à nos besoins. Ça, c'est très, très important. La progression passe par là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en matière de nutrition sportive, on entend énormément de choses, parfois des choses qui sont assez contradictoires même. C'est un sujet assez sensible dès qu'on parle de l'alimentation, ça touche l'humain, donc ça déchaîne quelquefois les passions. Et c'est pas facile, c'est pas évident d'y voir clair au milieu de la multitude d'informations qu'on peut avoir et qu'on peut trouver sur la nutrition dans le cadre d'un marathon. Tiffany, ce que je te propose, c'est que on revienne un peu aux fondamentaux et que tu nous donnes les bases de l'alimentation du coureur, les nutriments qu'on doit retrouver quand on pratique de la course de fond. Alors, principalement des glucides. C'est vrai que pour quelqu'un de lambda, les glucides, ça doit représenter environ 50% de l'alimentation, mais chez un coureur de fond, c'est plutôt 60%. Des protéines, ça on en reparlera sans doute, mais associées au poids de corps, parce qu'en fait, le besoin en protéines augmente avec notre activité physique et avec notre poids corporel, et les glucides sans les protéines et inversement ne servent à rien. Elles doivent vraiment, glucides et protéines doivent être associés pour reconstituer les réserves et les fibres musculaires. Des matières grasses, oui, on ne mange pas sans matières grasses. C'est support de goût aussi, donc c'est notre allié plaisir. Par contre, il faut qu'elles soient digestes, non cuites, et avoir un focus sur les oméga-3 qui sont anti-inflammatoires. Le fer, ça, la carence de fer, c'est vrai que c'est un fléau. Donc, le fer associé à des sources de vitamine B12 pour renouveler nos cellules sanguines et nous apporter de l'oxygène. Du calcium et du magnésium pour éviter les crampes, les courbatures et favoriser la contraction musculaire. Et puis de la vitamine C pour l'énergie et pour reconstituer les fibres. Merci infiniment Tiffany. Alors là, c'était pour le côté théorique parce que c'est important de comprendre les besoins nutritionnels de notre corps quand on pratique de la course de fond. Mais j'aimerais aussi qu'on s'intéresse de manière un peu plus pragmatique au côté pratique. Ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on décompose une journée type d'un coureur dans l'assiette d'un marathonien. Alors, tu sais, il y a 3 repas plus une collation, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et du coup, on va décomposer le menu de chacun de ces instants-là. Par exemple, comme c'est le premier repas, le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on doit retrouver au petit-déj d'un marathonien ? Alors que ce soit avant ou après une sortie, si la personne est sortie à jeun, mais c'est vrai qu'il faut, donc une source de vitamine C, j'en parlais, en ce moment par exemple kiwi, clémentine, c'est parfait. Il faut des protéines, les œufs ou du fromage, ça marche très bien. De la matière grasse, donc du beurre ou de la purée de cacahuètes ou une autre purée d'oléagineux ou de l'avocat. Et puis des glucides sous forme de pain ou de flocons d'avoine. Mais ça peut être des tartines d'œufs brouillés, ça peut être un porridge, toujours associé de fruits frais pour la vitamine C.
Alors Tiffany, il faut quand même prendre en compte quelque chose, c'est que nous les Français, on a quand même une vision très sucrée du petit déjeuner. On va retrouver les viennoiseries, la confiture, le chocolat chaud. On a quand même une approche très sucrée par rapport à d'autres pays, comme les pays scandinaves ou germaniques, qui eux vont mettre plus de place à la protéine et au sel. Du coup, c'est quoi la bonne recette quand on prépare un marathonien? Est-ce que c'est plutôt la version française ou la version anglo-saxonne qui est plus adaptée à la pratique du marathon? Alors, il vaut mieux consommer salé et riche en protéines plutôt que l'inverse. C'est vrai que les viennoiseries ou les produits sucrés, bon, déjà, quand c'est sucré, l'indice glycémique est élevé, ça a une courte durée de vie dans notre organisme, donc pour des efforts longs, c'est vraiment pas la bonne idée. Et en plus, les viennoiseries, c'est assez gras et donc très difficile à digérer. Il y a beaucoup de troubles digestifs parce que on mange, par exemple, on boit plutôt du café et du jus d'orange le matin avant d'aller courir, et ça, c'est la porte ouverte aux troubles digestifs et aux brûlures d'estomac et aux remontées acides. Donc ça peut être consommé une fois dans la semaine, le week-end, mais c'est vrai que pas le matin où on va faire une sortie longue, par exemple, parce que c'est pas forcément ce qui va nous permettre d'être confortable et d'avoir de l'énergie. Tiffany, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé encore, c'est l'entraînement à jeun. Et là, tu sais que en course à pied, il y a un peu deux équipes. Tu as ceux qui vouent un culte à cette méthode-là, tout simplement parce qu'ils pensent qu'il faut apprendre à notre corps à travailler sur ces filières énergétiques, et d'autres qui, au contraire, n'y voient aucun intérêt. Ils trouvent même dommage que on ne donne pas l'énergie nécessaire à notre corps pour pratiquer une séance. Du coup, toi, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a du sens à pratiquer l'entraînement à jeun quand on prépare un marathon? Alors le fait de courir à jeun, c'est vrai que c'est pas indispensable du tout. Ça peut rassurer sur le fait que surtout des prépas de sortie longue, quand on prépare un ultra trail ou un marathon, le fait de savoir courir à jeun, ça permet de se rassurer. On peut tenir un effort en n'ayant rien dans le ventre. Mais par contre, c'est vrai que ça va taper dans nos réserves musculaires, donc ça risque de faire fondre le tissu musculaire, de nous faire prendre du poids et de diminuer notre capacité à courir plus vite et plus longtemps. On peut courir 30-45 minutes sur une sortie non spécifique comme un run de récup, ça y a pas de souci une fois dans la semaine. Par contre, il faut vraiment consommer le petit-déj dans les 2 heures qui suivent pour reconstituer les fibres musculaires et avoir augmenté sa quantité de féculents et de glucides, notamment par les fruits, les pâtes, le pain, etc., la veille au soir, parce que le fait de dormir, ça consomme énormément d'énergie et de réserves en sucre. Donc le lendemain matin, même en ayant suffisamment mangé la veille, on n'a plus autant de réserves pour faire des sorties longues. On doit courir moins d'1 heure à jeun et à une cadence assez ralentie. C'est très clair, merci. Et Tiffany, je te propose qu'on s'intéresse maintenant au déjeuner. Alors, on va partir du principe qu'on ne s'est pas entraîné le matin, mais qu'on va avoir une séance, à 18h, 19h le soir. Du coup, au repas du midi, quand on est au travail, qu'est-ce qu'on doit manger pour être performant sur la piste ou sur les sentiers le soir? Alors, à peu près une demi-assiette de féculents, un quart de protéines, un quart de légumes, parce que c'est vrai que c'est les glucides qui importent le plus. Il faut un petit peu de fibres par les légumes, un petit peu d'eau, un petit peu de vitamines, mais c'est vrai que c'est pas ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie sur le long terme. La source de protéines, ça peut être de la viande, du poisson, des œufs, du tofu, par exemple, si on est végétarien. Des féculents, alors pas vraiment complets, plutôt blancs, comme du riz basmati, pommes de terre, des pâtes, des choses comme ça, parce que il faut pas s'irriter le tube digestif, il faut pas risquer les troubles digestifs. De la matière grasse mais non cuite, comme des huiles de colza, d'olive, huile de lin, du beurre à faire fondre dans les pâtes, mais il ne faut pas cuire les matières grasses parce qu'elles deviennent indigestes. Et puis on peut avoir un dessert, on peut avoir du fromage, on peut avoir un yaourt, on peut avoir un fruit, une compote, ça dépend de si on digère ou pas les fruits en dessert, parce que ça dépend de chacun. Mmh. Tiffany, j'aimerais quand même qu'on parle des pâtes, parce que pendant très longtemps, on nous a recommandé, surtout quand on pratiquait de la course à pied, de manger des pâtes. C'était vraiment l'aliment de prédilection des coureurs. Mais depuis quelques années, c'est un peu la nouvelle tendance. Beaucoup de nutritionnistes nous recommandent d'éviter absolument les pâtes et de manger des pommes de terre et du riz. C'est vrai qu'on passe souvent d'un extrême à un autre, surtout sur les réseaux sociaux. Mais nous, en tant que coureurs, c'est difficile d'y voir clair et de savoir quelle tendance choisir. Alors, les pâtes, bon ou mauvais quand on pratique de la course à pied?
Alors, on déconseille maintenant les pâtes pour certaines personnes, c'est vrai, parce qu'elles sont riches en gluten. Et quand on conseille du riz, du quinoa, pommes de terre, patates douces, c'est surtout pour réduire le gluten. Quand on a de forts troubles digestifs en courant, c'est vrai que je conseille 2-3 jours avant une course officielle de limiter le gluten et de favoriser ce qui n'en contient pas pour mettre le tube digestif au repos et pour, favoriser une bonne digestion. Après, les pâtes, ça reste du blé, ça reste une céréale qui est importante et qui est intéressante. Si on la digère bien, on peut manger des pâtes, on peut manger du boulgour, de la semoule, toutes les formes du blé, cuites al dente pour ne pas que l'indice glycémique soit trop élevé et pour qu'elle puisse nous durer sur la longueur. Mais les pâtes, oui, on peut. Mais si on a des troubles digestifs, des fois, ça vaut le coup d'alterner avec des céréales sans gluten. Hyper intéressant. C'est vrai qu'il faut faire attention quand on entend ce genre de recommandations, manger ce type d'aliment qui serait bon pour tous les profils de coureurs ou au contraire éviter cet aliment qui vraiment serait méfaste pour vraiment tous les coureurs. Non, là on en revient aussi à ce principe qu'on évoquait au début d'intuition. Il faut être à l'écoute de son corps. Tiens, quand je mange cet aliment, comment est-ce que je me sens après? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que je vais bien dormir le soir? Comment est-ce que je vais le digérer? Et analyser ça et en tirer des conclusions parce que, encore une fois, la nutrition, il y a un côté aussi individuel qui dépend vraiment de nos propres ressentis. Tiffany, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à quelque chose qui est souvent négligé par les coureurs, c'est la collation. Souvent, on part travailler et on pense pas forcément à prévoir une collation. Et du coup, à 4 heures, on se dit tiens, on commence à avoir un peu faim, on commence à avoir un petit creux, on sait qu'on a une séance qui nous attend le soir et on veut pas y aller avec l'estomac vide. Du coup, on va souvent à la machine au distributeur et là, on trouve généralement pas forcément des choses très saines. Ça va être des barres de chocolat ou ce genre de choses. Du coup, l'idée c'est de pouvoir anticiper cette collation. Mais qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une bonne collation si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté? Alors c'est vrai que les séances, notamment les séances sur piste ou très intensives en fin de journée vers 18h, si on a mangé à 12h30, le déjeuner, c'est vrai que ça fait long et on peut l'avoir digéré et avoir faim. Quand on prend une collation, c'est bien de la consommer 30 minutes à 1 heure selon notre état digestif, mais une petite heure avant, histoire d'être confortable et d'avoir quand même suffisamment d'énergie. Souvent, ce que je conseille, c'est soit de la compote, soit une banane assez mûre parce que c'est des sources de fruits qui sont digestes et qui nous apportent de l'énergie rapidement. Et on peut compléter ça avec soit par exemple un fromage blanc avec du miel pour l'aspect protéines et pour la reconstruction des fibres musculaires, soit des amandes qui contiennent beaucoup de calcium pour la contraction musculaire et pour éviter les crampes, et des noix du Brésil qui contiennent beaucoup de sélénium pour l'aspect anti-inflammatoire et antioxydant. Donc ça peut être fruits plus des noix, des oléagineux. Ça peut être un fromage blanc avec du miel et de la compote, ça peut être du banana bread par exemple, mais la base d'un fruit avec quelque chose qui contient du gras, c'est vraiment indispensable pour avoir de l'énergie sur le long terme et que ça soit digeste. Tiffany, je te propose maintenant qu'on s'intéresse au dîner du soir. Alors ça y est, on a fait notre séance, tout s'est très bien passé. Malheureusement, il est un peu tard, on rentre chez nous et quelquefois, tu sais, on peut avoir peut-être la flemme de se préparer quelque chose à manger. On peut aussi ne pas avoir faim et avoir envie de faire l'impasse. Donc, c'est quoi les erreurs à éviter et qu'est-ce qu'on doit retrouver dans notre repas du soir post-séance? Ouais, ça c'est un gros problème parce qu'en fait quand on fait des séances tardives, le truc c'est que la soirée passe vite, on a envie d'aller se coucher et on en squeeze le dîner parce qu'on n'a pas très faim et c'est vrai que le tube digestif est mis à mal pendant une séance et il nous faut 1h30, 2 heures après la fin de la séance pour retrouver l'appétit. Je vous conseille de décaler à la limite le dîner, quitte à l'alléger, c'est-à-dire consommer quand même des sources de glucides et de protéines parce que c'est une association qui est indispensable. On peut mettre de côté certains végétaux, on n'est pas obligé de se faire des plâtrés de légumes. Si on n'a pas très faim, c'est pas ce qui va reconstituer nos réserves, mais il faut quand même une structure qui ressemble à celle du midi, c'est-à-dire une protéine, un petit peu de végétaux, fruits ou légumes, ou les deux, des glucides, et puis une source de matière grasse. Ça peut être en quantité réduite, mais il faut absolument consommer quelque chose dans les 2 heures, parce que sinon on va atteindre nos réserves et notre tissu musculaire, ne pas favoriser la récupération, et ça va nous fatiguer sur le long terme. D'accord, donc on fait jamais l'impasse sur le repas du soir. Tiffany, on ne pouvait pas se quitter sans parler d'hydratation. Alors, on aura un épisode spécifique sur la récupération dans la course à pied. Et on sait que la récupération, ça passe par la nutrition, mais aussi par l'hydratation. Mais j'aimerais quand même qu'on s'intéresse au fait de boire. Tu sais, il y a un peu 2 écoles aussi. C'est comme pour les pâtes. Tu as ceux qui passent leur vie à boire et qui nous recommandent de boire 3-4 litres d'eau quand on prépare un marathon, et ceux qui sont peut-être un petit peu plus nuancés. Concrètement, c'est quoi le bon dosage à avoir en matière d'hydratation quand on est un coureur?
Alors, le principal déjà indicateur, c'est d'avoir des urines claires. C'est bête, mais c'est vrai que des fois, on peut avoir des urines claires en consommant, on va dire, 2 litres d'eau, et parfois il en faut 4 litres. Ça dépend de notre niveau de transpiration, ça dépend de notre gabarit aussi. Vous allez faire chacun votre calcul, mais il faut entre 35 et 50 millilitres d'eau par kilo et par jour. Donc quelqu'un qui fait 60 kilos, on va dire que ça s'approche des 2 litres, quoi. Mais il faut que les urines soient claires, il faut qu'il n'y ait pas de crampes ni de courbatures, pas de migraine non plus, parce que c'est vrai que les troubles de la vision, les troubles de la concentration et les maux de tête, c'est très très lié à l'hydratation. Donc entre 35 et 50 millilitres par kilo et par jour, et il n'y a pas besoin d'avoir des eaux spécifiques par anticipation. Ça c'est plutôt en fin de séance, mais on en parlera dans un autre épisode. Mais voilà, boire de l'eau neutre et à hauteur de son besoin corporel et de son poids. Merci pour tes conseils, Tiffany, c'est très clair. Avant de se quitter, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse à la question du timing. Parce que, quand on est un coureur, il y a aussi la question de quand manger. Avant une séance, est-ce qu'on doit manger 1, 2 heures, 3 heures avant? C'est quoi les bonnes pratiques à avoir par rapport à l'espace qu'on va laisser entre un repas et une séance? Alors, ça dépend déjà de votre vitesse de digestion. Il y a des personnes qui ont besoin d'une très longue période après un repas pour digérer et pour être confortable. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui vont courir à jeun. Mais il faut en général au moins 30 minutes à 1 heure de digestion après une collation avant de commencer sa séance. Autour d'1h30, 2 heures après le petit déjeuner et au moins 3 heures, voire 4 heures après le déjeuner, parce que plus le repas est conséquent, plus il est volumineux et plus il regroupe tous les groupes d'aliments, plus il va être long à digérer. Donc c'est vrai que la collation a besoin d'une petite heure, là où un déjeuner a besoin de 3-4 heures si c'est un entrée plat dessert par exemple. Donc, mais je connais des gens qui ont besoin de 3 heures après un petit déjeuner, donc ça c'est vraiment du cas par cas, mais en moyenne je dirais 2 heures pour le matin, 3 heures pour le midi et puis une demi-heure, 1 heure après la collation de l'après-midi. C'est très clair. C'est un épisode très intéressant. Évidemment, il y aura d'autres sujets. On aura le temps de rentrer un peu plus en détail dans certaines problématiques liées à la nutrition sur marathon. Mais c'était important de pouvoir revenir sur les fondamentaux, sur les bases dans cet épisode introductif. Justement, Tiffany, si on veut synthétiser tout ce qu'on s'est dit, quels sont les éléments clés, selon toi, à retenir de notre échange ? Alors, si on veut être intuitif dans son alimentation, il faut se connaître et avoir quand même des bases diététiques au départ. Et puis sinon, se dire qu'un sportif a des besoins spécifiques, si besoin consulter ou se renseigner dans les livres ou dans les conférences à ce sujet. Mais en général, il faut vraiment s'écouter et se connaître d'un point de vue digestif au niveau des goûts et de son état de santé. Merci infiniment, Tiffany. Eh bien, écoute, il me reste plus qu'à te dire à bientôt et à te donner rendez-vous pour un prochain épisode des Experts, puisque tu vas nous accompagner pendant toute la prépa de nos marathons et semi-marathons. Donc, je te dis à très bientôt. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Salomon, votre expert running de la montagne à la ville.